Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, habitait un roi qui avait 11 fils et une fille, Élisa. Ses enfants étaient très heureux, mais cela ne devait pas durer. Leur père se remaria avec une méchante reine, très mal disposée à leur égard. Ils s'en rendirent compte dès le premier jour. Quelque temps après, elle envoya la petite Élisa à la campagne chez un paysan. Et ne tarda guère à faire accroire au roi tant de mal sur les pauvres princes que sa majesté ne se soucia plus d'eux le moins du monde. Envolez-vous bien loin et prenez soin de vous-même, dit la méchante sorcière. Volez comme de grands oiseaux muets. Elle ne put cependant leur jeter un sort aussi affreux qu'elle l'aurait voulu. Ils se transformèrent en 11 superbes cygnes sauvages et s'envolèrent par les fenêtres du château vers le parc et la forêt. Le matin, de très bonne heure, qu'ils passèrent près de la ferme où leur sœur dormait dans la maison du paysan. Mais personne ne les vit, ni ne les entendit. Alors, il leur fallut poursuivre très haut, près des nuages, loin dans le vaste monde. Ils atteignirent enfin une sombre forêt, descendant jusqu'à la grève. Lorsqu'elle eut 15 ans, Élisa retourna au château de son père. Quand la méchante reine vit combien elle était belle, elle entra en grande colère et se prit à la haïr. Elle l'aurait volontiers changée en cygne sauvage comme ses frères, mais le roi voulait voir sa fille.
Elle se contenta donc de la frotter avec du brou de noix, enduisit son joli visage d'une pommade nauséabonde et emmêla si bien ses superbes cheveux qu'il était impossible de reconnaître la princesse. Le roi, en la voyant, en fut tout épouvanté et ne voulut croire que c'était là sa fille. Alors, la pauvre Élisa pleura en pensant à ses frères, si loin d'elle, qui erraient sans doute de par le monde. Désespérée, elle se glissa en dehors du château et marcha tout le jour à travers champs et marais vers la forêt. Elle ne savait où aller, mais elle était résolue à les trouver. La nuit tomba vite dans la forêt. Le vent s'était levé et faisait grincer les arbres de manière inquiétante. Élisa ne voyait ni chemin, ni sentier. Elle s'étendit sur la mousse et appuya sa tête sur une souche d'arbre. Mais à peine se fut-elle endormie qu'un orage éclata. Le tonnerre la réveilla en sursaut, tandis que de grosses gouttes tombaient sur son visage nu. La pluie s'intensifia et elle courut se réfugier dans une grotte, terrifiée par les éclairs qui zèbraient le ciel.
Quand elle se réveilla, le soleil était déjà haut dans le ciel. Elle entendait un clapotis d'eau. Plusieurs sources coulaient vers un grand bassin. L'eau était si limpide que si le vent n'avait fait remuer les branches et les buissons, elle aurait pu les croire peints seulement sur le sable fin au fond de l'étang, tant chaque feuille s'y reflétait clairement. Elle se baigna dans cet écrin de paradis, lavant autant la crasse que l'effroi de la nuit passée. Puis, une fois rhabillée et ses cheveux tressés, elle s'enfonça plus profondément dans la forêt, sans savoir elle-même où aller. Le lendemain, elle rencontra une vieille femme portant des baies dans un panier et qui lui en offrit. Élisa lui demanda si elle n'avait pas vu 11 princes chevauchant à travers la forêt. Non, Dit la vieille. mais hier, j'ai vu 11 cygnes avec des couronnes d'or sur la tête, nageant sur la rivière tout près d'ici. Elle conduisit la jeune fille à un bout de chemin, jusqu'à un talus au pied duquel serpentait une rivière. Les arbres sur ces rives étendaient les uns vers les autres leurs branches touffues. Élisa remercia la vieille femme et marcha le long de la rivière jusqu'à son embouchure sur le rivage. Le jour commençait à décliner. La mer immense s'étendait devant la jeune fille, mais aucun voilier n'était en vue, ni le moindre bateau. Comment pourrait-elle aller plus loin? Sur la plage, elle trouva des plumes de cygne blanches, dont elle fit un bouquet. Soudain, Élisa vit 11 cygnes sauvages avec des couronnes d'or sur la tête, volant vers la terre. Vite, la jeune fille remonta le talus et se cacha derrière un buisson. Les cygnes se posèrent tout près d'elle et battirent de leurs grandes ailes blanches. Mais à l'instant où le soleil disparut dans les flots, leur plumage de cygne tomba subitement et elle vit devant elle 11 charmants princes, ses frères. Elle poussa un grand cri, se jeta dans leurs bras, les appela par leur nom et ils eurent une immense joie de reconnaître leur petite sœur, devenue une grande et ravissante jeune fille. Ils riaient et pleuraient. Parlèrent ensuite. Nous volons comme cygnes sauvages tant que dure le jour. Mais lorsque vient la nuit, nous reprenons notre apparence humaine. C'est pourquoi il nous faut toujours, au coucher du soleil, Prendre soin d'avoir une terre où poser nos pieds. Nous habitons de l'autre côté de l'océan, dans un beau pays. Mais le chemin pour y aller est fort long. Il nous faut 2 jours pour faire ce voyage et traverser la mer. Parce qu'il n'y a pas d'île sur le parcours où nous puissions passer la nuit. Un rocher seulement émerge de l'eau. si petit qu'il nous faut nous serrer les uns contre les autres pour nous y reposer. Une fois par an seulement, il nous est permis de visiter le pays dans lequel notre chère sœur demeure encore. Nous pouvons y rester 11 jours. 11 jours pour survoler la grande forêt et apercevoir notre château natal. Nous ne pouvons plus rester que 2 jours. Mais nous t'avons retrouvé. Et nous t'emmènerons avec nous dans notre nouveau pays.
Mais comment l'emmènerait-il? Sans bateau, ni barque? Et comment pourrait-elle les sauver? Ils en parlèrent toute la nuit. Élisa s'éveilla au bruissement d'ailes des cygnes. Ses frères, métamorphosés, volaient au-dessus d'elle, puis s'éloignèrent tout à fait. Seul le plus jeune resta avec elle et lui tint compagnie jusqu'au soir. Quand les princes reparurent enfin, ils ramenaient de souples écorces de saule et du jonc résistant qu'ils passèrent la nuit à tresser en filet. Ce filet devint grand et solide. Élisa s'y étendit, et lorsque parut le soleil et que ses frères furent changés en cygnes, ils saisirent le filet dans leur bec et s'envolèrent très haut, vers les nuages, portant leur sœur endormie. Lorsqu'elle s'éveilla, Élisa crut qu'elle rêvait encore en se voyant portée au-dessus de l'eau, très haut dans les airs. Le voyage se passa sans encombre. Et le lendemain, Élisa aperçut le pays où il se rendait. Un pays de belles montagnes bleues, de bois de cèdre, de villes et de châteaux. Peu avant le coucher du soleil, ses frères la déposèrent à l'entrée de la grotte dans laquelle ils vivaient. Elle était tapissée de jolies plantes vertes grimpantes, on eût dit des tapis brodés.
une fée éblouissante de beauté et cependant semblable à la vieille femme qui lui avait offert des berges dans la forêt, visita les rêves d'Elisa. « Tes frères peuvent être sauvés, dit la fée. Mais auras-tu assez de courage et de patience? Vois cette ortie que je tiens à la main. Il en pousse beaucoup de cette sorte autour de la grotte où tu habites. Mais celles-ci seulement, et celles qui poussent sur les tombes des cimetières, sont utilisables. Cueille-les malgré les cloques qui brûleront ta peau. Piétine-les pour en faire du lin que tu tordras. Puis, tresse-les en 11 chemises aux manches longues. Tu les jetteras sur les 11 cygnes sauvages et le mauvais charme sera rompu. Mais n'oublie pas qu'à l'instant où tu commenceras ce travail et jusqu'à ce qu'il soit terminé, même s'il faut des années, tu ne dois prononcer aucune parole. Le premier mot que tu diras, comme un poignard meurtrier, frappera le cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie, de tes doigts agiles, leur liberté. La fée effleura de l'ortie la main d'Elisa, et la brûlure l'éveilla. Il faisait grand jour, et tout près de l'endroit où elle avait dormi, il y avait une ortie pareille à celle de son rêve. Alors elle sortit de la grotte pour commencer son travail. De ses mains délicates, elle arrachait les orties qui brûlaient comme du feu. Elle foulait chaque ortie de ses pieds nus et tordait le lin vert. Au coucher du soleil, ses frères, en rentrant, s'effrayèrent de la trouver muette. Mais voyant ce qu'elle faisait, ils comprirent que c'était pour eux. Ils s'occupèrent d'elle au mieux pour la soutenir dans son dur labeur. Malgré sa souffrance et sa solitude durant le jour, Elisa était heureuse à la perspective de sauver ses frères. Un beau jour, elle s'était tranquillement installée sur le haut d'une colline pour profiter de la chaude lumière du soleil. Elle commençait alors une nouvelle chemise. Soudain, un cor de chasse sonna dans les montagnes. Elle en fut tout inquiète. Le bruit se rapprochait. Elle entendait les chiens aboyer. Effrayée, elle lia en botte les orties qu'elle avait cueillies et démêlées et s'enfuit en direction de la grotte. Mais elle sentait qu'on la poursuivait. Les chasseurs rattrapèrent Elisa à l'entrée de la grotte. Une femme, la reine du pays, s'avança vers elle. « Comment es-tu venue ici, adorable enfant » s'écria-t-elle. Elisa secoua la tête. Elle n'osait pas parler. Le salut de ses frères en dépendait. « Viens avec moi, » dit la reine. « Ne reste pas ici. Je vais m'occuper de toi, te vêtir, te nourrir. Tu mèneras une douce vie dans le plus beau de mes palais. » Un chasseur la souleva, la plaça sur son cheval et ils rentrèrent au château.
royale et le palais étaient magnifiques. Des jets d'eau jaillissaient dans les salles de marbre. Les murs et les plafonds rutilaient de peinture. Mais Élisa, indifférente à toutes ces merveilles, pleurait et se désolait. Elle laissa les femmes la parer de vêtements royaux et tresser ses cheveux. On la conduisit à travers des jardins embaumés, dans des salons superbes. Elle était si resplendissante de beauté que toute la cour s'inclina profondément devant elle. La reine, qui n'avait jamais pu avoir d'enfant, proposa de l'adopter. Mais pas le moindre sourire ne lui venait. Elle ouvrit alors la porte d'une petite pièce attenante à celle où elle devait dormir. Elle était ornée de riches tapisseries vertes, rappelant tout à fait la grotte dans laquelle elle habitait. La botte de lin qu'elle avait filée avec les orties était là, sur le parquet. Et au plafond pendait la chemise déjà terminée. « Ici, tu pourras rêver que tu es encore dans ton ancien logis, » dit la reine. « Voici l'ouvrage qui t'occupait alors. » Quand Élisa vit ces choses qui lui tenaient à cœur, un sourire joua sur ses lèvres et le sang lui revint aux joues. Elle baisa la main de la reine qui la pressa sur son cœur. L'adorable fille des bois avait trouvé un foyer. Élisa était heureuse. Bien que sa bouche restât close, ses yeux exprimaient un amour profond pour cette reine, si gentille, qui ordonnait tout pour son plaisir. Cependant, l'archevêque hochait la tête et murmurait de méchants propos à l'oreille de la reine, car cette belle enfant ne pouvait être qu'une sorcière qui séduisait son cœur. Mais la reine restait sourde à ces insinuations, ignorant qu'Élisa se levait chaque nuit pour poursuivre son ouvrage. Quand elle fut à la 7e chemise, il ne lui restait plus de lin. Le cœur battant, elle se glissa hors du palais dans la nuit éclairée par la lune, descendit au jardin et suivit les longues allées et les rues désertes jusqu'au cimetière. Là, elle vit sur une pierre tombale un groupe de hideuses sorcières. Pensant à ses frères, Élisa s'arma de courage, passa à côté d'elle, cueillit les orties brûlantes dont elle avait tant besoin et rentra au château. Une seule personne l'avait vue. L'archevêque, resté debout, tandis que les autres dormaient. Ainsi, il avait donc eu raison de ses soupçons malveillants à propos de la princesse. C'était une sorcière. Dans le secret du confessionnal, il dit à la reine ce qu'il avait vu et ce qu'il craignait. Des larmes amères coulaient sur les joues de la reine quand elle rentra chez elle, le doute au cœur. Maintenant, elle faisait semblant de dormir, mais ne trouvait pas le sommeil. Elle remarqua qu'Élisa se levait chaque nuit et disparaissait dans la pièce attenante à sa chambre. Jour après jour, elle devenait plus sombre. Élisa le voyait bien, mais ne se l'expliquait pas. Cela l'inquiétait. Elle arrivait bientôt au terme de son ouvrage. Il ne lui manquait plus qu'une chemise à réaliser quand elle se trouva malheureusement à court de lin. Elle n'avait plus une seule ortie. Il lui fallait une dernière fois s'en aller au cimetière en cueillir quelques poignées. Elle redoutait cette course solitaire et les terribles sorcières, mais sa volonté restait ferme. Elle partit donc un soir, mais la reine et l'archevêque la suivaient. Ils la virent disparaître à la grille du cimetière
Et quand eux-mêmes s'en approchèrent, ils virent les affreuses sorcières assises sur la dalle comme Élisa les avait vues. Alors la reine s'en retourna. Elle se la figurait parmi les sorcières, elle qu'elle avait encore ce même soir embrassée. C'est le peuple qui la jugera, dit-elle, et le peuple la condamna. Elle devait être brûlée vive. Arrachée aux magnifiques salons royaux, Élisa fut jetée dans un cachot sombre et humide où le vent soufflait à travers les barreaux de la fenêtre. On ne lui donna pour poser sa tête que la botte d'ortie qu'elle avait cueillie. Les rudes chemises brûlantes qu'elle avait tissées devaient lui servir de couverture. Mais aucun présent ne pouvait lui être aussi cher. Elle se remit donc à son ouvrage. Un soir, elle entendit un bruissement d'ailes de cygne devant les barreaux. C'était son plus jeune frère qui l'avait retrouvée. Alors elle sanglota de joie. Et pourtant, elle savait que cette nuit serait sans doute la dernière de sa vie. Mais maintenant, l'ouvrage était presque achevé. Et ses frères étaient là. Il fallait qu'elle termine son travail cette nuit même, sinon tout aurait été inutile. Sa douleur, ses larmes et ses nuits sans sommeil. Ce n'était pas encore l'aube quand les 11 frères se présentèrent au portail du château. Ils demandaient qu'on les menât auprès de la reine. Mais on leur répondit que c'était tout à fait impossible. Sa Majesté dormait et nul n'eût osé la réveiller. Ils supplièrent, ils menacèrent, jusqu'à ce que le garde parût, suivi de la reine elle-même. À cet instant, le soleil se leva. Plus de frères, mais au-dessus du palais, 11 cygnes sauvages volaient à tire-d'aile. La foule se pressait. Tout le peuple voulait voir brûler la sorcière. Élisa apparut sur une charrette, vêtue d'une blouse de grosse toile, ses cheveux tombant autour de son visage d'une mortelle pâleur. Même sur le chemin de la mort, elle n'abandonnait pas l'œuvre commencée. Dix chemises étaient posées à ses pieds. Elle tissait la 11e. Les spectateurs s'énervaient, criaient, voulaient lui arracher son ouvrage. Ils se ruaient et se pressaient pour l'atteindre. Mais voici qu'arrivèrent par les airs 11 cygnes blancs. Ils se posèrent autour d'elle en battant de leurs larges ailes. La foule épouvantée recula. C'est un avertissement du ciel. Elle est innocente, murmurait-on tout bas. Déjà le bourreau saisissait sa main. Alors, en toute hâte, Élisa jeta les 11 chemises sur les cygnes et, à leur place, parurent 11 princes majestueux.
Le plus jeune avait une aile de cygne à la place d'un de ses bras, car il manquait encore une manche à la dernière tunique qu'elle n'avait pu terminer. Maintenant j'ose parler, s'écria-t-elle. Elle raconta avec l'aide de ses frères leur terrible aventure. Le peuple, ayant vu le miracle, s'inclina devant elle comme devant une sainte. La reine, confuse et honteuse, lui présenta ses excuses et chassa l'archevêque du royaume. Elle accueillit les princes comme ses fils et ils rentrèrent au château. La reine, Élisa et ses frères vécurent heureux en famille.